J'écris généralement dans les cafés. La plupart du temps, je pars de mythes, par exemple, de thèmes qui m'ont interpellé. J'essaie de les... S'il y a un thème de commande, par exemple, j'essaie de me souvenir de quels sont les thèmes, les histoires qui m'ont intéressé, qu'est-ce qui pourrait rentrer dedans, enfin, se télescoper avec ces thèmes-là. Et je choisis quelques axes, très vite un peu des figures qui vont devenir des personnages. Et puis je me lance dans l'écriture assez vite. Et je vois, et parfois ça marche, et au fur et à mesure, en écrivant, en découvrant un peu ce que chaque écriture de personnage s'apporte l'un à l'autre, j'arrive à m'étonner moi-même, me dire « Ah oui, je pensais que ça allait aller là, en fait ça peut aussi aller là ». J'essaie de toujours de faire se confronter deux visions du monde, et de mettre toute ma bonne foi dans l'une de ces visions puis dans l'autre. De leur donner autant de chance, parfois plus de deux visions du monde. Voilà, et puis parfois ça résiste, j'arrive pas à poursuivre, ça s'enlise. Et je dis, bon là il faut quand même faire un plan, structurer, trouver une sorte d'arc narratif avec des scènes, des enjeux, des clés. C'est toujours un peu nouveau à chaque fois, quoi, même si à chaque fois que je me mets à écrire, en tout cas une pièce, ça me paraît évident. Enfin, ça me paraît comme si je me pose pas vraiment la question de dire comment je vais faire, tout. Je fais, je réécris, je gomme, j'efface, je reviens. Puis que là, en l'occurrence, je connais bien Binic, donc j'ai fait déjà plusieurs résidences à Binic, donc je connais cette ville, ses alentours, quels sont un peu, puis ça fait quand même 6 ans que j'y viens très régulièrement, donc je connais un peu ces enjeux, même humains, qu'est-ce qui agite ces êtres humains qui vivent là. Voilà. Qu'est-ce qu'il est intéressant de leur poser comme question, ou de leur apporter comme problématique, ou pas, d'ailleurs. Et pour cette pièce-là, j'ai fait une résidence en Éthiopie, en fait. Je suis parti 1 mois en Éthiopie pour pouvoir écrire, parce que c'est une pièce qui se passe en Éthiopie. Donc ça faisait un petit moment de toute façon que j'avais envie de partir là-bas, mais je me suis dit c'est l'occasion. C'est l'occasion de faire se rencontrer les thèmes, les problématiques que j'ai envisagées dans cette pièce, avec en fait qu'est-ce que c'est que ce pays, comment on y parle, bouge, respire, qu'est-ce que c'est que ces paysages, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils déplacent en moi, qu'est-ce que ça change aussi. Voilà. C'est la réécriture d'un mythe grec qui s'appelle le mythe d'Andromède, la pièce s'appelle Andromède. Ça parle d'un roi et d'une reine qui ont une fille. La reine s'appelle Cassiopée et elle déclare qu'elle, reine Cassiopée, est plus belle que la mer. Donc le dieu des océans est un petit peu en colère et il envoie un monstre marin pour ravager un peu la côte de ce pays-là. Et le monstre, on ne peut l'apaiser évidemment que si on lui livre une princesse vierge. En l'occurrence Andromède. Et donc ils attachent leur fille, le roi et la reine attachent leur fille à la falaise. Et le monstre va pour la dévorer. Et au moment où il va pour la dévorer, il y a un héros, qui est un héros grec très connu, qui s'appelle Persée, qui arrive du ciel, parce qu'il est sur un cheval volant, et qui voit le monstre, qui dit bon, à moi de jouer. Il voit Andromède, il tombe amoureux d'Andromède. Et au lieu d'aller tuer directement le monstre, c'est la partie de la pièce qui m'intéressait, enfin du mythe qui m'intéressait, au lieu d'aller tuer directement le monstre, il va voir ses parents et il demande je sais pas comment dire, en rétribution un peu de son sauvetage, en récompense de son sauvetage, il demande la main d'Andromède. Ses parents, évidemment, n'ont pas bien le choix, donc ils lui acceptent, il va tuer le monstre et il se marie. Et ce qui était donc ce pays, c'est l'Éthiopie, et c'est quand même un élément fort qui apparemment a été oublié par tous les peintres qui ont beaucoup représenté ce thème-là. Et du coup, j'ai cherché comme j'aime bien faire souvent, à contemporanéiser ce mythe et me dire ok, qu'est-ce que ça veut l'Éthiopie aujourd'hui, quelles pourraient être les déclarations d'un pays qui décide, qui est une forme d'orgueil en tout cas, qui pourrait avoir l'air d'une forme d'orgueil vis-à-vis de la communauté internationale. Comme ça, une reine qui déclare qu'elle est plus belle que la mer entière. On dit, si c'était un pays qui disait on va arrêter de faire comme tout le monde nous impose de faire, on va arrêter de suivre
les circuits habituels, d'extraire des traités internationaux, de décider que c'est pas parce qu'on est un pays en développement ou un pays pauvre qu'on va se laisser dicter nos conditions par les pays riches. Voilà. Dire quel monstre alors on pourrait envoyer pour essayer de les empêcher. Et du coup tu te dis bah, c'est la dette. Donc le monstre c'est la dette. Et le héros qui vient les sauver, c'est les institutions internationales, type le FMI. Lui c'est un agent du FMI, un expert du FMI qui vient dire au monstre de se calmer et au pays, en l'occurrence à l'Éthiopie, de dire on va vous sauver, mais en paiement, on va vous demander de changer complètement votre politique. Voilà. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout une fable, c'est pas du tout fantasque. C'est parce que ça s'est passé dans la plupart des pays africains, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, que je me suis dit, ok, là il y a l'occasion de parler de ces choses-là, de parler de ces choses graves, et comment est-ce qu'on peut en parler via ce mythe dans Romaine. J'ai essayé de considérer que le terme frontière, que le mot frontière n'était pas forcément péjoratif, c'est-à-dire dans quel cadre est-ce que la frontière est une bonne chose, par exemple. Pas forcément une bonne chose, mais en tout cas une chose nécessaire à certains. En l'occurrence, on vit dans un monde où la frontière est très mal vue, et je parle des frontières, pas des barbelés et des murs, ça on est d'accord pour mal les voir, ça y a pas de problème. Par contre, que les frontières soient des freins au flux de capitaux, au flux économique, ça pose un problème à notre religion actuelle qui est l'économie de marché. Et dès que certains pays décident de mettre un frein à cette dérégulation totale de cette économie, à décider que ils ont envie de produire de la valeur pour leur peuple et que ce soit leur peuple qui soit les premiers je sais pas comment dire, réceptionnaires de ces valeurs-là. Il y a toujours 1000 organisations, pays puissants, traités qui viennent leur dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Les pays ne sont plus souverains, c'est-à-dire que les peuples n'ont plus de pouvoir au sens de... n'ont plus de potentiel sur leur environnement et l'endroit où ils vivent et comment est-ce qu'ils veulent vivre. Et donc j'ai essayé d'imaginer que ce pays-là, cette Éthiopie, c'est intéressant du point de vue de la frontière parce que l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé, donc qui a des frontières qui lui appartiennent, qui n'ont pas été dessinées par des colons. Et imaginez donc que ce pays, l'Éthiopie, décidait non, maintenant nous on va faire en sorte que nos frontières soient des frontières, c'est-à-dire qu'on décide qui entre, disons dans la sphère économique. Les grandes entreprises ne peuvent pas venir délocaliser aussi facilement. On va rétablir des droits de douane pour que l'argent revienne à l'intérieur du pays et ne facilite pas la vie aux grandes sociétés. En fait, au début, je voulais jouer dans une carrière qui est en activité et qui du coup permettait, dans un lieu comme Binik, qui est quand même plutôt entre la mer et la campagne, avec soit du bleu et du sable, soit du vert, de trouver un endroit qui soit un peu plus rocheux, un peu plus aride, un peu plus aride au sens de pas de plantes, un peu plus brut, avec il y avait même des machines, donc soit entre du côté mécanique, industrie, et une sorte de paysage un peu fracturé qui permettait aussi plein de manières de jouer, parce qu'il y avait des hauteurs différentes, une grande excavation qui permet aussi aux comédiens et aux comédiennes de parler et qu'on les entende, c'est une chambre d'écho. C'est aussi à l'extérieur de la ville, donc ça permettait aussi de travailler pour une fois dans un endroit un peu loin des passants et des voitures. Voilà. Bon, finalement, ce lieu, évidemment, c'était pas possible, puisqu'on ne peut pas travailler dans une carrière, ni amener des gens dans une carrière. Donc j'ai trouvé une clairière qui est assez étrange, assez jolie, avec une espèce de marécage, savane, un peu. Voilà, je veux dire, que ce soit un peu un ailleurs quand même. J'avais envie d'un espace qui soit assez neutre et qui ne soit pas urbain. Voilà, c'est important aussi. Voilà, mais j'y rajoute des tables, des chaises, des bureaux. On travaille aussi avec les intérieurs, dans ces grands extérieurs. Et c'est vraiment pas inintéressant parce que ça demande
quelque chose aux comédiens et aux comédiennes qui est, je trouve, qui fait beaucoup sens, c'est-à-dire qui, même quand ils doivent jouer des scènes d'intimité, sont obligés de projeter énormément et du coup d'aller puiser à l'intérieur de leur corps, d'utiliser leur corps, leurs jambes, leur ventre, comme des foyers, des ressources, simplement pour dire un mot. Ça fait qu'on ne peut pas aller chercher trop du côté de la psychologie, du côté de cette espèce de finesse psychologique, mais plus d'y investir de grands thèmes organiques, de grandes lignes de tension, et se servir de ça pour défendre ces propos qui sont des propos complexes et lourds, parce que voilà, aller rechercher plutôt des ressources propres à la tragédie ou au théâtre épique, plutôt qu'un théâtre je sais pas, psychologique, quoi, théâtre d'intérieur. Créer hors des théâtres pour ces raisons-là, déjà, pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que ça demande aux comédiennes et aux comédiens, et parce qu'il y a tout simplement ne viennent dans les théâtres que les gens qui ont déjà envie de venir dans les théâtres, à part les scolaires. C'est super dans une salle de théâtre quand il y a des quarts entiers de scolaires qui arrivent, qui ont pour la plupart pas du tout envie d'être là, parce qu'on se dit, ok, à quoi sert le théâtre à cet endroit-là? Moi j'ai tendance à penser que le théâtre est là pour fracturer, tu vois, pour faire des fissures, pour créer des interstices. Dire, voilà, il y a des certitudes, il y a des a priori, il y a des préjugés, et le théâtre c'est une hache qui vient fissurer ça, casser ça. Et bien quand tu sors d'un spectacle et tu sais plus trop où t'es, comment tu t'appelles, si tu es toujours sûr de ce que tu croyais avant de venir. Et le problème un peu des théâtres, même si c'est des endroits merveilleux, c'est que tout le monde y vient toujours un peu d'accord avec tout le monde. C'est très dur de faire un moment de faire des moments de sublime et tout, mais je trouve qu'on a du mal à faire des moments de théâtre. C'est-à-dire que plus personne ne sait exactement ce qui se passe, le sol tremble. Et là, de venir ici, hors des théâtres, à Binic, répéter dans des endroits qui ne sont pas du tout faits pour le théâtre, il y a des gens qui passent, qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce que c'est que ça, ils sont complètement fous, ça les intéresse, ça les étonne. Moi, je travaille beaucoup sur l'étonnement, c'est-à-dire que ne pas considérer que tout est déjà sûr, tout est déjà acquis. Et ça permet de donner envie à des gens qui ne viennent jamais au théâtre, qui ne viendraient pas au théâtre, de voir le théâtre un peu différemment. C'est-à-dire, ah, mais si c'est pas avec un gradin, dans une grande salle noire, où c'est de toute façon un peu impressionnant parce que c'est un décorum dans lequel je ne me retrouve pas du tout. Là, c'est sur le parking en bas de chez moi, c'est sur ma plage, enfin, disons la plage où je vais régulièrement, c'est derrière le bar où je vais boire des coups. Ah, peut-être qu'en fait ces gens-là parlent de choses qui peut-être pourraient m'intéresser, ou alors pensent à des choses, ou rêvent des choses qui pourraient me parler, qui sont plus proches de moi que ce que je crois, et alors j'y vais. Et c'est pas un vœu pieux, quoi, c'est vraiment, ça arrive. Ça arrive, on arrive à aller à la rencontre de gens, de public, qu'on n'aurait pas rencontrés dans les théâtres. Et ça permet aussi d'offrir des accidents aux pièces, au spectacle. Là, tout d'un coup, il y a un rayon de soleil, paf, qui arrive pile à un moment, pour quelqu'un dit un truc, waouh, ça produit du théâtre. Il pleut, alors il faut faire autrement. Il y a du vent, alors il faut jouer contre le vent. Il y a tout d'un coup une voiture qui passe alors que c'est un moment de silence. Ah, ça fait un accident, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, ça tremble, quoi. Le plateau vibre. Ça, pour le théâtre, c'est super. C'est important, là. Bah, contre vents et marées, quoi. On peut toujours, c'est-à-dire que là, il pleut beaucoup, par exemple. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire il faut répéter dans des espaces qui ne sont pas l'espace dans lesquels on jouera. Donc, ça crée un état un peu d'incertitude qui est fertile et puis qui rend le travail aussi un peu instable. Donc, il faut un peu être jonglé entre ces deux états, c'est-à-dire en garder ce qui est intéressant avec les comédiennes et les comédiens. On ne sait pas vraiment, et c'est intéressant qu'on ne sache pas vraiment, c'est-à-dire qu'il reste des choses à découvrir et à réinventer tout le temps, et prendre l'habitude, un peu comme une pratique sportive, de se dire on réinvente tout le temps, rien n'est jamais fixé, parce qu'à partir du moment où c'est fixé, c'est moribond, c'est mort, c'est lourd. Et puis quand même trouver des points d'ancrage, sinon tout le monde stresse, on ne sait plus ce qu'on fait, et puis on peut trouver une certaine souplesse à partir du moment où on a des choses fixes aussi. On peut déborder du cadre, à partir du moment, on peut même casser un cadre à partir du moment où on a quand même déterminé un cadre. Voilà. Il faut aussi
gérer beaucoup de... une gestion, je sais pas comment dire, un peu d'énergie, quoi. Quand il pleut beaucoup, ça force, enfin, ça force pas justement, mais ça pousse un peu à la déprime généralisée. Donc il faut se dire, bah non, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que c'est déprimant, c'est pas déprimant? Et il faut voir que chacun se contamine et quand est-ce qu'on remet de l'énergie, un peu là, un peu là. Voilà, sinon ça se passe très bien. Ça se passe super, c'est toujours étonnant là encore de découvrir quand on a écrit un texte et qu'on se retrouve avec des voix et des corps qui le prennent en charge, qui se font face. C'est toujours super. Voilà. Et je dirais que c'est ce qui est... Alors, enfin, je sais pas, un truc qui m'intéresse et que je cherche toujours, c'est ce qui... en tant que metteur en scène, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il faut pas dire. Qu'est-ce qu'il faut dire, ça va. Enfin, on a toujours plein de mots. Par contre, trouver justement ce qu'il ne faut pas dire, là où il faut se taire, là où il faut taire quelque chose et laisser la comédienne, le comédien trouver par lui-même, trouver des chemins, inventer des chemins. Ça, c'est dur. Depuis que là, ça a commencé, je fais partie de l'aventure. Je l'organise tout au long de l'année, donc j'ai de toute façon très envie, non seulement d'y participer, mais en plus qu'il ait lieu. C'est important pour moi qu'il ait lieu, pour les raisons que j'ai données sur la rencontre entre un public pas ou peu habitué au théâtre et j'aime ce qu'on fait, ce qu'on défend, c'est-à-dire on a appris beaucoup de choses, on porte un peu je sais pas comment dire, un discours qui est très exigeant, c'est-à-dire on fait de l'écriture contemporaine, de la création. C'est pas parce qu'on a un public qui est peu habitué. Il y a aussi un public qui est complètement habitué au théâtre. Hein, l'intégralité du public n'est pas des gens qui ne sont jamais allés au théâtre, loin de là. Mais quand même, ça pourrait nous forcer un peu à dire bon, qu'est-ce qui va leur plaire? En fait, on n'essaie pas du tout de faire ça. On ne présage pas de qu'est-ce qui va plaire aux gens. Au contraire, on dit qu'est-ce qui peut les intéresser, qu'est-ce qui peut leur plaire, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui peut-être pas nous plaît, mais en tout cas nous excite, nous met en désir. Et puis c'est une bricole incroyable, quoi. C'est du bric-à-brac. Et moi j'aime beaucoup ça, vraiment beaucoup ça. C'est-à-dire, il y a des circuits, les circuits un peu formels, un peu institutionnels, nous forcent forcément à faire des choses. Parce que c'est toujours un peu pareil, celui qui détient les moyens, celui qui a l'argent, c'est-à-dire, bah oui, il faut faire plutôt ça. Nous, on les a pas, enfin, on en a peu, on en a évidemment, mais on en a peu. En tout cas, le festival s'est construit comme ça. On a échappé un peu aux circuits généraux, je dirais. Donc il faut reconstruire ailleurs, et reconstruire ailleurs, ça passe par de la débrouille, de la démerde, aller demander à quelqu'un, inventer par un regain d'inventivité, ce qui est super. Qui est super pour le théâtre, qui est super pour quand on crée un festival, mais qui est super en tant que... pour l'épanouissement en général, quoi. En tout cas, je sais pas, des gens qu'on aime, de la personne que je suis, moi ça m'intéresse, c'est pas que ça m'intéresse, ça me grandit, quoi, de me frotter tous les ans à ces problématiques. Comment on va faire? Il faut acheminer ça, là, il faut aller trouver un camion, mais on n'a pas d'argent pour le camion, donc il faut le louer à quelqu'un, et puis ce quelqu'un, finalement, on va découvrir qu'en fait, il a aussi un meuble incroyable, il n'en veut plus, donc ce meuble, on peut aller le mettre sur la plage, avec la marée qui monte, ça va faire une image incroyable. Et puis après, on n'aura plus besoin, donc on le met à brûler au feu de la Saint-Jean. Super. Pourquoi le théâtre, par exemple? Parce que moi, le théâtre, c'est un truc qui m'excite beaucoup, enfin, qui agit beaucoup dans ma vie, mais c'est pas toute ma vie, par exemple. Et ça, j'aime bien rappeler parce qu'on a un peu tendance à nous dire, à déterminer que le théâtre est un métier de passion et que donc c'est normal qu'on fasse absolument que ça, et que si on n'est pas trop payé pour, c'est pas grave parce que c'est un théâtre passion. Non, c'est pas du tout. Enfin, moi je m'en fous en fait. C'est pas une passion, c'est un métier. Et parce que c'est un métier, c'est un outil. Et qu'il faut se saisir de cet outil pour en faire quelque chose. Et c'est multiple. On peut dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'augmenter les rêves des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les faire se rendre compte de quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les amener dans un état d'étrangeté ou dans un état de sensation qu'ils n'ont jamais éprouvé. Et en tout cas, de se dire que c'est un outil, et par rapport à ce que je travaille là,
c'est important, parce que vraiment on s'attaque à des montagnes, c'est-à-dire vraiment la crise de la dette, toutes ces choses-là, les mécanismes économiques internationaux, cette géopolitique, c'est des trucs qui sont effrayants. Et on se dit, ah, par quel bout je les prends? Et tu dis, non, on a un outil, et nous, notre outil, c'est le théâtre, et avec ce théâtre, on va décortiquer cette grande chose, ou la façonner, je sais pas, on va faire un bout, un petit bout, pour pouvoir la rendre intelligible, ou escaladable, à d'autres personnes. Et ça, c'est super.